bienvenue dans ce nouvel épisode des Regen Talk. Je suis très content de t'avoir avec moi. Juste pour rappel du contexte, avant qu'on parle surtout de toi et tes projets, les Regen Talk, c'est une occasion d'interviewer différents acteurs qui sont engagés plus ou moins fort dans le sujet de la régénération et qui sont avec une grande diversité de postures ou d'approches, parce que l'idée, c'est qu'il y ait des gens qui soient dans l'accompagnement, d'autres qui soient dans les directions d'entreprise, d'autres qui soient dans la recherche, voilà. Donc des penseurs, des acteurs, des gens concrets, des gens abstraits, et que de tout ça, ça puisse faire une matière générale autour de ce sujet régénératif qui est un sujet qui continue à monter, qui continue à être sur de plus en plus de bouches, mais qui reste quand même très souvent abstrait, même si on peut y voir un énorme potentiel. Et on reviendra sur le sujet du potentiel justement par ton prisme à toi. Et pour pouvoir avoir ton prisme, déjà une petite présentation. Qui es-tu et quel est ton projet principal du moment? Et puis voilà, je te laisse le micro. Bonjour Fabrice, merci beaucoup de m'avoir invité. Pour me présenter, je m'appelle Coralie Godot. J'ai cofondé Make Sense Entrepreneur il y a une dizaine d'années. Et donc, c'est ça, mon projet principal du moment. Peut-être je peux dire 2 mots sur Make Sense et ce qu'on fait. Exactement. Ouais. Puis, même à la limite, tu vois l'évolution aussi entre l'intention que vous aviez au départ et comment est-ce que maintenant ça a forcément muté. Et je pense que ça apportera aussi pas mal de billes sur tout ça, quoi. Ok, oui, avec plaisir. Donc, Make Sense, ça démarre fin 2010, début 2011, comme une communauté de citoyens qui avaient envie de s'engager pour aider des entrepreneurs à impact social ou environnemental. Donc, on est au tout début du fait de parler d'entrepreneuriat à impact en France, et on est une génération globalement plutôt étudiantes, jeunes diplômés qui veulent s'engager et qui questionnent le monde économique tel qu'il nous a été présenté pendant nos études. Et on démarre avec cette idée de organiser des ateliers pour aider les entrepreneurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dès le démarrage de Make Sense, pour commencer à tirer un peu le fil du régénératif, on a un démarrage très organique. C'est une communauté de citoyens qui veulent s'engager, quelque chose un peu comme un mouvement très décentralisé. Et c'est aussi un des principes forts quand on parle des principes du vivant, le fait qu'il n'y ait pas de centre. Et donc, à ce moment-là, on n'est pas du tout conscient de ça. Mais après, quand on relit l'histoire, c'est intéressant de regarder ça, donc très décentralisé. Et donc ce mouvement citoyen se lance. Et puis, au fur et à mesure des années, des entrepreneurs vont s'agréger autour de ce mouvement citoyen pour créer des business à impact. Donc, on va créer un incubateur pour accompagner des entrepreneurs à impact. On va créer du conseil pour des entreprises qui sont intéressées par nos capacités d'engagement. Et donc, on a grandi au fil des années avec Make Sense. Et aujourd'hui, on est à peu près 120, 130 collaborateurs, collaboratrices répartis dans différents pays. Et du coup, en France, le cœur de nos activités, on a 3 grands pans d'activités. On accompagne... On a une expertise sur comment on engage, comment on crée des mouvements, comment on fait passer les gens à l'action. Et donc, on accompagne des citoyens et des salariés dans des entreprises à passer à l'action sur des sujets d'impact. Et on anime des communautés sur ces sujets. On a une expertise d'accompagnement de projet. Donc, on accompagne des entrepreneurs, des entrepreneuses, des dirigeants et des dirigeantes sur le fait de porter des projets à impact. Et on a une plateforme, Jobs that Make Sense, qui permet à des personnes qui veulent trouver un job à impact de pouvoir consulter plusieurs milliers d'offres qu'on a sélectionnées pour la qualité de l'impact de ces missions. Donc, voilà un peu nos grandes activités. Et du coup, moi, ce que je fais chez Make Sense, j'accompagne des entrepreneurs. J'ai monté nos activités aussi de financement des entrepreneurs. Et où je suis aussi particulièrement impliquée sur des sujets RH et de comment est-ce que chez Make Sense, on partage le pouvoir et on partage la valeur. Et c'est des sujets qui me sont chers et dans lesquels je pense que pour moi, c'est une dimension importante de la réflexion sur la régénération. Et donc, je suis ravie aussi qu'on puisse tirer un peu ce sujet dans ce podcast. Trop bien.
Écoute, là, ça me donne forcément envie de parler de ce que Make Sense génère pour l'extérieur et en même temps, comment est-ce que ça fonctionne de l'interne. Donc, ça sera peut-être les deux axes que j'essaierai de tirer avec toi. Mais vu qu'on a tous les deux utilisé le mot régénération et qu'on n'a peut-être pas exactement la même définition, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez, qui devient assez personnel ou singulier des fois, je veux bien que tu me donnes, toi, ta Oui. définition de régénératif, régénération. À quel moment tu t'es accroché sur ce terme-là? Ou vous êtes accroché sur ce terme-là, et comment est-ce que vous l'avez euh, interprété au départ, et comment est-ce que vous avez réussi à tricoter un sens pour vous, jusqu'au moment où peut-être ça devient quelque chose qui est un peu incarné quotidiennement, et de se dire bah, il faut qu'on soit plus sur cette Mm. tension-là. Ouais. Alors, peut-être, enfin, nous, on n'est pas forcément attaché à un seul terme. On a accroché avec plusieurs termes qui font le lien entre la façon dont le vivant s'organise et la façon dont on pourrait s'en inspirer pour construire des organisations. Je pense on va dire qu'il y a 2-3 ans, on commence à entendre ces termes de comment on s'inspire du vivant pour construire, dans nos modèles économiques, dans nos organisations. Et quand on découvre un peu les principes du vivant qui ont été mis en avant par différents courants ou études liées à ces sujets-là, en fait, on se rend compte que chez Make Sense, sans le savoir, on utilise ces principes, ils nous ont inspirés depuis des années. Et donc, ça nous permet un peu de relire notre histoire pour se dire, ah oui, c'est intéressant quand même de voir, de pouvoir, on se sent très connecté. La première chose, c'est que nous, ça fait des années qu'on défend un entrepreneuriat robuste, qu'en fait, on questionne le schéma entrepreneurial qui est fondé sur la croissance extrêmement rapide, le développement rapide de l'entrepreneuriat, que chez Make Sense, on a aussi nous choisi de se développer par très majoritairement de l'autofinancement, progressivement, etc. Donc on se dit, donc ce sujet déjà un peu de questionnement de la place de la croissance volumique dans l'organisation, ça fait écho à nos réflexions. On voit aussi un principe qu'on voit dans beaucoup dans le régénératif qui est pas de centre. Et donc, nous, ça fait des années qu'on travaille pour construire une organisation qui est où le pouvoir est partagé. Une organisation décentralisée. Donc, pareil, on se dit, tiens, c'est intéressant, pas de centre, ça fait quoi ce qu'on fait chez nous? On voit aussi dans les principes du vivant le côté de l'importance de la diversité. Et du coup, ça fait aussi écho à ce qu'on essaye de porter dans nos programmes, mais aussi dans les entrepreneurs qu'on soutient. C'est-à-dire de se dire, en fait, on croit que pour créer que l'avenir de notre société passe aussi par une diversité d'acteurs entrepreneuriaux, qu'il faut des petites assos, des grosses boîtes, des coopératives, et que voilà, c'est aussi tous ces modèles entrepreneuriaux, etc., qui vont faire la robustesse de notre économie. On entend coopération, on se dit, voilà, c'est un terme qui fait beaucoup écho dans la manière dont on s'organise. Et donc, ces principes du vivant qui soutiennent la pensée régénérative font écho à des messages que nous, on portait de manière sans le savoir. Donc, c'est là qu'on commence à se dire, OK, c'est intéressant déjà pour venir relire notre histoire, la façon dont on s'est construit chez Make Sense. Et aussi, on a passé du temps cette dernière année à essayer de traduire ça dans l'accompagnement qu'on fait, parce qu'on a un métier d'incubation, d'accélération, de financement d'entrepreneurs. Et on a produit un petit guide entrepreneuriat 100% vivant avec l'idée d'essayer de traduire, de dire, en fait, pour des entrepreneurs et des entrepreneuses qui se lancent dans l'entrepreneuriat, comment est-ce que ces principes du vivant peuvent nous inspirer pour repenser les schémas aussi entrepreneuriaux. Et donc, peut-être on pourra creuser un peu là-dessus, mais donc, c'est pas une des choses c'est que moi j'ai remarqué quand je me suis penchée dans le sujet, c'est que c'est pas forcément facile de faire le lien entre, quand on parle de régénération, c'est une pensée qui est hyper intéressante, mais qui est parfois un peu difficile à décliner pour se dire, OK, mais concrètement, moi, dans ma boîte, qu'est-ce que ça change? Et ce petit guide qu'on a produit sur l'entrepreneuriat 100% vivant
a aussi pour objectif d'aider des entrepreneurs et entrepreneuses qui lancent leur boîte à voir comment est-ce que ces principes du vivant peuvent les inspirer dans les modèles qu'ils construisent. Ok. J'aurais envie de rentrer un petit peu dans ce livre. Mais avant, je voulais te proposer un truc, un petit exercice que j'aime bien de temps en temps, parce que comme tu dis, la régénération, il y a un truc au fond de nous qui nous dit, ouais, oui, ça me parle, même de manière abstraite. Il y a un truc qui se dégage, j'ai envie d'aller vers ça, mais oui, comment faire concrètement? Souvent, j'aime bien poser la question de dire, prendre par le biais du dégénératif, de se dire, pour toi, qu'est-ce qui est dégénératif dans une organisation ou dans l'entrepreneuriat? Ouais. Peut-être je peux prendre l'exemple. Alors, je vais prendre un exemple. Ouais, c'est bien. Ce sera pas l'étendue de tout ce qui est ce que je pense dégénératif dans l'entrepreneuriat, mais c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé chez Make Sense, c'est la répartition du pouvoir. Et en fait, la centralisation du pouvoir qu'on voit dans la grande majorité des organisations et qui, pour moi, est un facteur de fragilité dans les orgas, d'avoir créé des schémas aussi pyramidaux. Et donc, chez Make Sense, depuis 2018, on travaille dans une organisation qu'on appelle décentralisée, où on a fait le choix de remplacer quasiment l'intégralité de la pyramide hiérarchique qu'on connaît dans les organisations par des processus de décision qui permettent à chaque personne pouvoir prendre une décision sur n'importe quel sujet à partir du moment où elle suit un process qui s'appelle la sollicitation d'avis, qui consiste à solliciter les avis des personnes qui vont être impactées par sa décision ou qui ont une expérience ou une expertise sur le sujet. En fait, on vient déplacer très fortement la façon dont le pouvoir est réparti dans l'orga. C'est très inspiré de ce que font les entreprises libérées, de ce qu'a écrit Frédéric Laloux dans Reinventing Organization. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le fait de se concentrer à répartir le pouvoir, ça crée déjà un fort alignement dans l'organisation, parce qu'en fait, on est obligé de travailler à s'aligner pour que ce partage du pouvoir soit productif. Ça crée un fort sentiment d'appartenance, ça libère la capacité d'initiative des gens et ça crée de la robustesse. Et de la robustesse aux crises et à des départs, etc. Et donc, du coup, je trouve que dans ce qui aujourd'hui peut être cette centralisation, parfois moyenne, parfois extrême, qu'on peut trouver dans des entreprises ou dans l'univers des startups avec des organisations qui sont très personnifiées aussi autour d'une personne. Pour moi, aujourd'hui, c'est un gros sujet. Ça apporte une fragilité importante aux organisations et ça fait partie du sujet de ce qui peut rendre des organisations dégénératives. Et donc, votre réponse à ce risque dégénératif ou à cette faiblesse que peut apporter une gouvernance qui est trop centralisée ou trop descendante, c'est cette notion de décentralisation. Tu dis que vous êtes plus d'une centaine globalement. Comment est-ce que ça se passe? Donc, tu nous as donné un petit truc très concret pour travailler sur cette décentralisation. Est-ce qu'il y a des décisions ou des choses qui vont se faire avec tout le monde, ou est-ce qu'il y a une logique de cercle par secteur local avec une vraie autonomie, par exemple pour la France par rapport à d'autres pays? Est-ce qu'il y a des remontées sur quelque chose de plus général? Comment est-ce que vous articulez les différentes échelles de prise de décision? Ouais. Donc chaque pays déjà est très autonome dans sa prise de décision. Si on se concentre sur ce qu'on fait en France, donc la façon dont on va s'organiser, c'est que en fait, on essaye on est en équipe et les équipes sont autonomes sur la gestion de leur budget, de leur recrutement, de leurs ressources. Donc ça crée des unités qui sont de taille raisonnable, qui peuvent permettre d'être au sein duquel en fait c'est facile pour des individus de pouvoir aussi prendre des décisions parce que le niveau de complexité est raisonnable. Et donc, on sait les grands principes un peu qui sous-tendent tout ça, c'est qu'on a passé beaucoup de temps déjà à s'aligner et à créer de la confiance. Et donc, c'est vraiment un des éléments philosophiques quand même hyper fort, c'est de se dire, en fait, dans une organisation, on fait un choix proactif de se dire, on va remplacer le contrôle par de la confiance. Et c'est vraiment pas naturel dans beaucoup d'organisations. Et je pense que cette un peu obsession du contrôle, elle est assez dégénérative.
Et donc, cette confiance, la façon dont on la travaille, c'est qu'on a travaillé à s'aligner sur notre raison d'être, nos valeurs. On a mis en place des processus pour gérer les conflits dans l'organisation. La deuxième chose, un peu sur la façon dont on a mis ça en place, c'est de former tous les salariés à des nouvelles postures de travail. C'est pas forcément hyper intuitif. On n'a pas été dans notre vie académique, souvent notre enfance et tout, on n'a pas été très poussé à prendre des initiatives, à accepter d'être pas d'accord, à se dire qu'on peut porter une opinion qui va pas dans le sens du courant et c'est bien. Et donc, on forme au feedback, à la communication non violente, à l'intelligence collective, qui permettent en fait après de créer le terreau fertile pour se dire, ok, maintenant, on va mettre en place des processus de décision, c'est ce que je parlais tout à l'heure, la sollicitation d'avis. Donc, c'est vraiment n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision, quelle que soit, même si c'est une décision qui n'est pas directement liée à son rôle, à partir du moment où elle suit le process. Après, on voit évidemment une autorégulation où il n'y a pas 1000 personnes qui se lancent dans des processus de décision qui n'ont rien à voir avec leur quotidien. Mais parfois, ça arrive et parfois, c'est très simple pour l'organisation parce que ça permet à quelqu'un de venir un peu mettre un moment et dire ce truc-là, moi, je trouve que ça ne fonctionne pas. Et plutôt que de dire on va se plaindre que ça ne fonctionne pas, je prends le sujet en main. Et on a un organe qui s'appelle la Waterline, qui sont des représentants des salariés et des bénévoles. Qui sont au bureau de l'association de Make Sense et qu'on élit 100 candidats. Donc, c'est-à-dire c'est un processus où personne ne se porte candidat, mais il y a des critères pour être votant et éligible. Donc, n'importe qui qui respecte les critères pour être éligible va pouvoir avoir des voix de la part des votants. Mais on constitue comme ça un groupe qui a la responsabilité légale et qui peut prendre des décisions si l'organisation est en danger. Ok. Donc, c'est vraiment... ça concerne, et là, la Waterline, les 6-7 dernières années, elle a pris en moyenne 7 décisions par an. Donc, on est loin d'un comité exécutif qui prend 7 décisions par jour, voire par heure. Et donc, elle vient quand même juste garantir un peu le fait que l'organisation ne soit pas globalement en danger. Et donc, tout le reste, ça se prend par ce processus de sollicitation d'avis. Donc, et donc, juste pour donner un exemple, parce que c'est souvent la question que tout le monde pose, c'est les salaires. Comment ça se passe pour définir les salaires? Et en fait, donc, chez Make Sense, les gens sont les décisionnaires finaux de leur niveau de rémunération. Et pour faire ça, en fait, on a construit une grille de salaire avec des niveaux. Et en fait, du coup, ça passe par un processus où chacun s'auto-évalue sur la grille, demande le feedback de ses pairs, et en fonction du feedback, décide ou non de maintenir sa demande d'évolution salariale, mais à la fin, quel que soit le feedback, la personne est quand même libre de prendre la décision d'augmenter son niveau ou pas, puisque sollicitation d'avis, on demande les avis de ses pairs, et à la fin, on décide. Ok. Mais qui se voilà, pour donner un peu. Mais qui se fait toujours en toute transparence par rapport à tout le monde, donc c'est cette logique un peu consciente de partir sur ça ou sur autre chose. Ok. Et tout le monde est salarié dans Make Sense? Tout le monde, enfin, il y a des salariés et des bénévoles qui s'impliquent, parce qu'on est une asso, et donc il y a aussi des bénévoles. Entre salariés et bénévoles. On a, du coup, en France, on a à peu près 65 salariés. D'accord. Et on a, enfin, les bénévoles, c'est assez, il y a un renouvellement très fréquent parce qu'on est sur des programmes assez courts. Mais du coup, en une année, on va pouvoir avoir entre à peu près 4000 bénévoles, mais qui font des programmes qui vont de 2 semaines à 6 mois. Donc, à la fin, qui passent rapidement par là. D'accord. Ok. Et du coup, je pense que ça pose une question aussi que vous devez avoir souvent. On parlait des salaires, mais la répartition du pouvoir et après aussi la répartition de la valeur. Et du coup, comment est-ce que vous travaillez justement à cette répartition de la valeur dans Make Sense? Ouais, c'est une super question. Moi, déjà, la première partie de la réponse, c'est que la structure mère de Make Sense, c'est une association. Et donc, que personne ne détient Make Sense. Donc, déjà, il n'y a pas de répartition de valeur capitalistique. Il y a plutôt la question, après, elle se pose au niveau de la répartition des revenus qui sont générés par l'organisation. Donc, on a cette grille de salaire dont je parlais, qu'on a construite collectivement, et donc sur lesquelles le processus pour évoluer dans la grille est transparent.
Et on s'est mis d'accord sur quel est l'écart maximum des salaires qu'on pouvait accepter dans l'orga. Et donc, par exemple, l'écart maximum de salaire théorique qu'on s'est donné, c'est 1 à 4. Ok. Mais aujourd'hui, dans les faits, il est de 1 à 2,6 ou 2,7. Donc, voilà. Déjà, un premier, la façon dont on répartit la valeur, en fait, cette grille salariale, elle permet, c'est quand même le principal mécanisme de distribution de la valeur, le salaire, quand on n'a pas de structure associative. Et après, on a un mécanisme de redistribution des bénéfices via des primes, qui sont, par exemple, on a fait le choix de dire que la prime, c'était le même montant pour tous et toutes, indépendamment de son salaire, donc c'est pas un pourcentage de sa rémunération, ce qui fait que les plus petits salaires proportionnellement touchent plus, donc c'est aussi un mécanisme qui permet de un peu réajuster la distribution de la richesse dans l'organe. Ok, super. Et c'est quoi qui marche pas encore complètement bien dans ce système? Je te pose cette question, pas forcément pour mettre le doigt sur il y a un truc à travailler, mais parce que souvent j'ai ce feedback-là quand je discute avec des directions d'entreprise ou avec d'autres types d'acteurs. C'est si c'était si évident que ça, quand vous nous présentez d'autres modèles, dans ce cas-là, ça serait déjà en place de manière globale. Et puis, les problèmes de l'organisation trop descendante, centralisée, dégénérative sur la répartition du pouvoir, des valeurs, enfin bref, tout ça aurait été réglé depuis un moment. Donc, du coup, qu'est-ce qui, pour toi, de votre expérimentation et aussi potentiellement des accompagnements que vous faites ou de la structuration d'autres boîtes, vient mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir avoir un modèle qui fonctionne vraiment, tu vois, de la manière dont tu l'as décrit là? Déjà, je pense que j'ai à cœur de ne pas idéaliser. De toute façon, s'organiser collectivement, c'est exigeant, c'est difficile. Et donc, du coup, nous, on a construit un modèle un peu à notre sauce. Il y en a d'autres. Et je pense qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire entre l'ultra-centralisation et la complète décentralisation, c'est intéressant pour les organisations de se poser la question de où est-ce qu'elles doivent se situer pour maximiser le fait que les collaborateurs et les collaboratrices se sentent bien et que l'organisation se met au service de la mission qu'elle veut atteindre. Et qu'en fait, c'est pas forcément exactement au même endroit pour tout le monde, cet équilibre. Après, dans ce qui est difficile, la première chose, c'est que ça demande en fait de faire un vrai travail sur les postures et de créer de la confiance. Et en fait, tout ça, c'est un préalable où à un moment, il faut investir dans le fait de créer de la confiance, de former les salariés et tout ça. Et le retour sur investissement, il est long de ça. Donc, en fait, il y a déjà plein de boîtes dans lesquelles la situation ne permet pas forcément d'investir dans la formation, dans le temps pour aligner tous les salariés, etc. Soit parce que la situation économique ne permet pas, soit parce qu'il y a aussi des dirigeants qui n'ont pas envie de ça. Et c'est exigeant des deux côtés, c'est-à-dire que c'est exigeant pour des personnes qui n'étaient pas forcément en situation de leadership, à qui on va mettre en situation de proposer de prendre des initiatives, etc. Même si on n'est jamais forcé de prendre une décision, mais voilà. Et c'est exigeant pour des personnes qui sont ou étaient les leaders, les dirigeants, qui vont devoir revoir la façon dont ils exercent leur leadership, qui ne veut pas dire qu'ils en ont plus, mais qui est un leadership avec un rapport au pouvoir un peu différent. Donc c'est la première chose. Et je pense que la question du rapport au pouvoir, elle est hyper structurante dans notre société et que ça vient questionner ce rapport au pouvoir et que du coup, il y a plein d'endroits où c'est pas simple de le faire. C'est la première chose. Après, ça demande il y a quelques écueils possibles qu'il faut gérer. La question de comment est-ce qu'on gère le surengagement, qui n'est pas uniquement propre aux organisations décentralisées. Il y a aussi des sujets de surengagement dans plein d'assauts, dans plein de structures où les gens ont du sens dans leur travail, aussi dans plein d'entreprises. Donc, mais il faut aussi, du coup, on devrait dire que c'est une dérive possible sur laquelle il faut travailler pour apprendre aux gens à poser leurs limites, à dire non. Il y a la question de comment est-ce de la sous-optimalité aussi, dont on parle souvent quand on parle du régénératif. Comment est-ce qu'on peut être sous-optimaux? C'est pas facile et c'est peut-être encore moins facile en gouvernance décentralisée. On dit beaucoup aux gens, si tu as un problème, vas-y, c'est en toi, tu peux porter une décision. Il y a cette question du surengagement, il y a cette question de travailler la transmission de l'information, en fait, parce que pour que les gens puissent prendre des décisions intelligentes, il faut qu'ils soient informés. Et comment est-ce que un budget d'une organisation de 120 personnes, on arrive
à finalement en faire une information lisible et accessible par tous et partout à l'échelle de leurs équipes, etc. C'est un gros travail d'investissement dans la structuration de l'info. Qu'est-ce qui est difficile ou qu'est-ce qui marche pas? Et après, ça déplace, pour moi, c'est aussi un choix d'investir plutôt. Ça demande du temps dans la partie prise de décision. Qui, pour moi, est du temps qui est gagné après dans la partie implémentation de la décision. Mais du coup, ça déplace aussi un peu le temps qui est pris. Donc, il faut accepter de prendre le temps là-dessus. Ouais, je pense que c'est intéressant ce que tu viens de dire sur le temps que tu gagnes derrière. Quand souvent il y a cette peur de se dire si jamais c'est trop collectif pour prendre une décision, ça prend 3 à 4 fois plus de temps, quoi que ce soit. Mais c'est un peu comme la petite phrase un peu facile, mais le côté de il vaut mieux passer 90% du temps à se poser la bonne question. Ensuite, après, derrière, la solution, elle déroule toute seule. Je pense qu'en effet, comme tu dis, dans un process de décision, il vaut mieux prendre du temps de se poser les bonnes questions et de bien décider et de le faire de la manière à s'assurer que tout est bien aligné et validé pour tout le monde. Et après, derrière, les choses à mettre en place, elles déroulent plus facilement. En tout cas, j'imagine que c'est ce que vous constatez chez vous, quoi. Ouais. J'avais une question sur la partie, parce que ça, c'est quelque chose que j'entends souvent aussi, la régénération ou des systèmes, justement, enfin, tous ces grands sujets sont bien beaux, mais c'est vrai qu'après, quand on redescend sur le quotidien et très, très concret, des fois, il y a des choses très basico-basiques qui bloquent, comme tu l'as dit là, par exemple, tout ce qui est le sujet autour de la communication interne, du partage de l'information. Parce qu'en effet, la notion de pouvoir est souvent liée aussi à la capacité de pouvoir avoir tous les paramètres de décision pour jouer le jeu, quoi, et donc d'avoir un accès à l'information qui est le plus ouvert possible. Comment est-ce que vous gérez, des fois très concrètement, je sais pas, les outils, les processus, la manière de faire pour faire en sorte que, dans une organisation décentralisée comme la vôtre, l'information soit vraiment accessible pour tout le monde et que du coup tout le monde ait le même, pouvoir au final par rapport à l'information? Ouais. C'est un sujet qui est en perpetual work in progress, hein, donc je peux te donner la situation à date, mais on sait qu'on a plein de choses à continuer à améliorer. On n'a pas les réponses, on n'a pas 100% de la réponse là-dessus, bien sûr. Il y a déjà toute l'information financière, elle est accessible. Et en fait, dans chacune des équipes, il y a des référents et référents de budget. C'est des personnes dont c'est pas le métier, mais qui prennent 10 à 15% de leur temps pour préparer le budget de leur équipe, puis après le suivre, et qui ont la responsabilité de transmettre ces infos budgétaires à leurs équipes. D'accord. Et donc, en fait, par exemple, cet exemple fait que du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de se dire, plutôt qu'il n'y ait qu'une personne qui ait la vision globale, on a, avec plusieurs endroits dans l'organisation, des personnes qui ont une vision d'un périmètre qu'on peut après mettre bout à bout. On utilise que des outils partagés. Donc, par exemple, on a un outil où toutes nos décisions importantes qu'on a prises depuis 2018, elles sont répertoriées. Donc, ça permet de pouvoir accéder. Donc, les personnes, et par exemple, quand on démarre une nouvelle décision, on a un petit channel Slack. Quand on démarre la décision, ça poste un petit message dans le Slack collectif en disant Coralie a démarré une nouvelle décision sur tel sujet. Donc, après, c'est vraiment, on n'utilise que des outils accessibles à tout le monde qu'on a essayé de paramétrer pour faire en sorte que ça puisse apporter de la transparence. On documente beaucoup de choses sur Notion. Donc, il y a les outils et après, il y a les process de se consacrer dans chaque réunion d'équipe un petit temps à point budgétaire, point sur le pipe commercial, point sur les situations RH, les envies de mobilité, etc. Et donc, après, on a essayé de structurer aussi la communication de l'information au sein des équipes et après, plus collectivement, au sein de la réunion qu'on a tous ensemble une fois par mois pour essayer de faciliter la transmission. C'est un curseur perpétuel à essayer de trouver entre le pas assez et le trop. Voilà. Donc, voilà, ça balance. Parfois, on se dit, c'est trop, on en fait moins, et puis on n'a plus assez. Et puis j'imagine que l'un des sujets aussi, c'est vraiment l'appropriation en fait par chaque membre de l'écosystème, quoi. Parce qu'il y en a qui ont l'appétence, comme tu disais, pour la documentation ou pour suivre les process ou pour même réfléchir les process en place. Et peut-être que d'autres, c'est plus difficile. Est-ce que ça fait partie du processus d'onboarding quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'organisation, de lui transmettre justement un peu ces éléments de savoir, tu parlais des savoir-être tout à l'heure, et des éléments de savoir-faire aussi sur cette partie gestion de l'information, structuration de l'information? Ouais.
Donc, effectivement, pendant l'onboarding, on consacre pas mal de temps. Donc, il y a 2 jours en présentiel pour toutes les personnes qui arrivent. Enfin, elles se rassemblent, voilà, en faisant un peu des rentrées avec une nouvelle personne. Et elles font pas mal de formations sur la partie savoir-être et aussi des formations sur les outils. Donc, on prend le temps de chaque personne de faire une formation sur les outils. Après, chaque personne, elle est accompagnée après par un ou une référente opérationnelle qui va l'aider en fait dans la prise en main de ses missions, qui va lui montrer où l'information est stockée, où est-ce qu'elle doit mettre les informations, etc. Donc, cet accompagnement. Et en fait, après, on essaye de faire régulièrement, quand tu es là depuis 2 ans, là, tous les gens qui sont là depuis 2 ans, ils vont refaire une journée de formation, un peu pour le niveau 2, on va dire, tu vois, on t'a appris à trouver l'information et à mettre sur ton programme, mais maintenant, comment est-ce que il y a dans cette journée de formation, il y a un truc un peu plus approfondi sur comment tu lis et tu comprends un budget, quelque chose d'un peu plus approfondi sur, voilà, comment tu accompagnes des gens, comment tu les aides à faire leurs objectifs. Donc, en fait, on essaye de structurer aussi un peu un parcours pour que les personnes puissent progresser sur ces sujets-là. Trop bien. Maintenant, pour étendre un peu plus autour du contexte de Make Sense, il me semble, de tout ce que tu me racontes et de vos expériences qui déroulent depuis plusieurs années, que c'est vraiment votre cœur d'expérimentation, votre propre organisation, et que ça vous donne les ressources pour pouvoir, j'imagine, accompagner les autres. Est-ce que tu vois beaucoup, et potentiellement de plus en plus, d'organisations qui fonctionnent sur un modèle qui se rapproche, qui fait penser un peu au vôtre? Une question liée, quand vous accompagnez les entrepreneurs ou les entreprises, est-ce que vous arrivez à les faire rentrer dans ce mode-là? Est-ce que... Voilà, je m'arrête là, que j'aurais dit. Cool. On s'est effectivement toujours vu un peu comme un terrain d'expérimentation. Et après, pour essayer dans la logique de pouvoir transmettre aux personnes qu'on accompagne. Là, j'ai parlé beaucoup du partage du pouvoir et de la valeur, parce que je trouve que parfois, c'est un sujet qui est un petit peu moins traité dans le côté de la régénération. Mais évidemment, c'est pas le seul sujet qu'on traite dans le cadre de cette inspiration qu'on peut avoir du vivant. Donc, est-ce qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui... oui, enfin moi, je trouve qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs et d'entrepreneuses et d'entreprises qui se posent des questions profondes sur leur modèle, que ce soit leur modèle d'organisation, que ce soit le modèle de croissance volumique, que ce soit la question de la façon dont... qui questionnent les logiques de compétition dans leur écosystème, on pense à plus de coopération. J'ai conscience qu'on est dans un microcosme et que c'est pas représentatif de l'ensemble des entrepreneurs en France, mais dans ceux qu'on fréquente, on voit vraiment que cette pensée de venir questionner les façons dont on a fonctionné jusqu'à maintenant pour se dire comment est-ce qu'on peut sens du vivant, ou en tout cas, parfois il n'y a pas directement le lien qui est fait avec le vivant, mais comment est-ce qu'on peut questionner les façons de faire, je trouve que ça se déploie assez rapidement et qu'on voit une grosse différence entre nous, ça fait 10 ans qu'on accompagne des entrepreneurs à impact, et en fait nous, on porte depuis plusieurs années un plaidoyer en disant l'impact, il ne peut pas être qu'externe, c'est-à-dire que si tu crées une boîte pour économiser des tonnes de CO2, mais qu'à côté tu as un management tyrannique, le fait que tu existes, ça tue les petites associations de ton secteur, etc. C'est pas ça qu'on prône en fait, quand on parle d'entrepreneuriat impact. Et du coup, on essaye de porter ce plaidoyer sur le fait que l'impact, il doit être autant sur ce que tu produis vers l'extérieur, que aussi sur la façon dont tu crées une boîte qui est vertueuse pour ses collaboratrices, pour son écosystème. Et ça, on sent que c'est des choses qui sont de plus en plus présentes. Et vu que vous êtes sur différentes typologies d'entrepreneurs, souvent ce que je trouve intéressant et ce qu'on voit beaucoup, c'est cette question. J'étais aux rencontres là, du mouvement Impact France l'année dernière, et c'est remonté beaucoup de fois, c'est cette question de se dire si la société doit changer parce qu'il y a justement trop de choses qui sont sur un modèle dégénératif ou qui ont des éléments dégénératifs,
Est-ce que l'un des leviers, forcément l'un des leviers, c'est de se dire, on va planter des nouvelles graines qui sont basées sur des nouveaux modèles. Donc, c'est ces nouveaux entrepreneurs qui ont des nouveaux modèles d'organisation dès le départ du projet, qui vont pousser, qui vont grandir. Ou à côté, d'autres qui sont plus sur la transformation de ce qui est existant. Et vous, vu que vous êtes un peu sur ces différentes typologies avec vos différentes offres, tu as quelle perception, toi, on va dire, de la facilité, plus d'un côté ou de l'autre? Est-ce que c'est plus facile de faire émerger des choses qui sont bien structurées, plutôt à visée régénérative, si je reste sur ce terme-là, mais il y en a plein d'autres, ou de venir transformer des modèles qui sont déjà en place? Est-ce que tu as un sentiment là-dessus ou... Oui, je sais pas te répondre sur qu'est-ce qui est le plus facile entre les deux. Je pense que là, je peux essayer d'apporter une réponse, c'est qu'est-ce que je vois comme les avantages et les inconvénients dans les deux situations. Ouais. En fait, l'avantage quand tu crées ta boîte et que c'est que effectivement, tu peux tout de suite poser des principes qui font que tu vas pouvoir... ça peut paraître facile. Tu vas poser des principes, il y a moins de... C'est petit encore. Tu peux directement réfléchir à ton modèle économique. Si je veux, comment j'intègre les limites planétaires dans mon modèle éco, et en fait, si tu penses dès le début, c'est facile. Si tu dis dès le début, en fait, comment est-ce que je vais coopérer avec mon écosystème plutôt que d'être dans une logique de compétition, c'est sûr que c'est plus facile à faire qu'après avoir essayé d'écraser ses concurrents pendant 30 ans. Et en même temps, ce qui n'est pas forcément facile pour ces entrepreneurs qui démarrent, qui sont quand même aussi dans un environnement où en fait, l'accès au financement est toujours dur, qu'aujourd'hui, l'univers de la finance, il change bien trop doucement, même s'il change par rapport aux enjeux qu'on a sur ces sujets, et qu'en fait, on a quand même dès qu'on a besoin d'un modèle sur lequel on a besoin d'avoir de l'investissement, et c'est très compliqué encore d'expliquer qu'on s'est construit avec une pensée régénérative et qu'on va croître beaucoup plus doucement que les autres par rapport à ses concurrents, par exemple. Donc, l'écosystème est quand même aussi rend les choses pas non plus toujours simples pour des entrepreneurs. Et en fait, déjà, c'est dur de monter une boîte à impact. Et quand en plus, on vient dire aux entrepreneurs, attends, alors non seulement il faut une boîte à impact, mais aussi, attends, fais gaffe, comment tu as intégré les limites planétaires, et est-ce que tu as bien partagé ton pouvoir en interne et tout. Il y a un enjeu aussi de se dire, en fait, personne ne peut tout faire en même temps. Et quand tu as des logiques aussi où juste, au début, il faut poser tes premières bases d'un modèle économique pour exister, tu peux pas avoir toutes tes casseroles sur le feu en même temps. Donc, c'est pas forcément toujours évident aussi pour les entrepreneurs qui essaient de faire les choses bien parce que ça fait beaucoup d'injonctions. Et à l'inverse, dans une logique de transformation, je pense que l'avantage, c'est que pour des boîtes qui ont déjà stabilisé certaines choses, elles peuvent peut-être mettre plus d'énergie après à se dire, sur ce sujet-là, je dois transformer tel point ou tel point. Potentiellement, pour certaines organisations, elles ont plus de moyens aussi à mettre en œuvre. Après, c'est sûr que l'inconvénient, c'est que changer, c'est coûteux, c'est dur, c'est long, c'est souvent ingrat. Donc, je pense que dans les deux cas, il y a des... dans les deux cas, c'est pas facile, peut-être, c'est ça la conclusion, mais que ça vaut le coup. Et vous, en tant que Make Sense, du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait 10 ans que vous accompagnez des entrepreneurs et que est-ce que dans la projection, si vous avez un peu une projection d'avenir et une lecture aussi un peu de la société et de vous, comment vous voulez vous positionner là-dedans, est-ce qu'il y a autant d'énergie à mettre justement sur accompagner les transformations et les nouvelles émergences, ou est-ce que vous sentez qu'il faut peut-être mieux que vous vous mettiez plutôt sur un pan qu'un autre? Comment est-ce que vous voyez-vous l'énergie, la répartition de cette énergie de Make Sense? Ouais. Je pense qu'une particularité de Make Sense par rapport à plein d'autres organisations de notre écosystème, c'est cette approche systémique. C'est-à-dire d'avoir fait le choix depuis très longtemps, et c'est un choix qu'on continue à faire, de se dire, en fait, on veut pouvoir avoir touché différents pans de la société, et donc on fait des choses avec des citoyens, avec des collaborateurs, avec des dirigeants de PME, avec des entrepreneurs à impact. Et oui, la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que pour nous, toutes ces actions, elles se nourrissent entre elles, et ça crée une approche justement un peu écosystémique qui est intéressante. Donc on se voit continuer en fait à avoir cette approche de ces différentes cibles.
et donc d'accompagner à la fois les modèles qui sont dans leur transformation et à la fois les nouveaux modèles. Et je pense que l'intérêt aussi de faire ça, c'est que de connecter, de plus en plus quand même, il y a des dirigeants de boîtes existantes depuis longtemps, bien installées, qui ont besoin de rencontrer des entrepreneurs. En fait, tous ces acteurs, ils ont besoin les uns des autres si on veut réussir la transformation à laquelle on veut arriver. Et donc, c'est intéressant d'avoir nous, on trouve ça intéressant d'être positionné à un endroit où on peut aussi faire ces liens, les faire se rencontrer, utiliser les apprentissages qu'on a sur les uns pour les diffuser aux autres. Et donc, on se voit, en tout cas, continuer à mettre de l'énergie sur l'accompagnement de différentes cibles. Ok, d'accord. Pour cette logique de diversité, comme tu disais, cette approche en système. Question qui me vient aussi, c'est Make Sense. Avec quelles autres organisations, justement, vous arrivez à vous interfacer pour les citer carrément, parce que ça fait aussi des inspirations pour les personnes qui écouteraient ou pour les dirigeants, de se dire, tiens, je comprends l'importance de ce genre de modèle, je comprends son efficience aussi, et du coup, comment est-ce qu'eux coopèrent avec les autres acteurs qui sont aussi dans l'accompagnement des entrepreneurs? Ta question, c'est comment nous, on coopère avec les autres acteurs de l'accompagnement. En gros, c'est quels autres acteurs sont vraiment ultra compatibles avec MadeSense et avec lesquels vous arrivez régulièrement à compléter la diversité que vous apportez? Ouais, alors là, ça va être, comme on est bien entouré, l'enjeu, ça va être d'oublier personne. On a, donc peut-être, pour commencer, on bosse avec tout un gros réseau d'incubateurs et d'accélérateurs. En particulier, on est membre du KIF, qui est un réseau d'incubateurs qui est partout en France. Et donc, du coup, avec cette logique aussi un peu de se dire, en fait, on va mapper le territoire et on partage ensemble des savoir-faire, des programmes. On essaye de mettre en commun nos forces pour se dire, en fait, tous ces incubateurs, on ne doit pas être concurrents, on doit coopérer pour développer et soutenir au mieux les entreprises d'impact. On est membre du mouvement Impact France, qui porte aussi un plaidoyer des actions hyper importantes pour développer l'entrepreneuriat. Et donc, avec eux et avec d'autres acteurs comme La Ruche, comme Ticket for Change, on collabore au sein de l'Impact Lab pour créer de la formation et des supports à destination de l'écosystème de l'impact. Et c'est intéressant parce que là aussi, il y a les deux pans. Il y a la partie à destination des entrepreneurs et entrepreneuses. Donc, c'est des ressources, de la formation pour les accompagner. Et à destination de dirigeants et dirigeantes de PME ou de ETI. Donc là, on a aussi les deux pans, plus une partie accélération, plus une partie transformation. Donc, on travaille beaucoup avec ces acteurs-là. Dans l'écosystème du financement aussi, on a pas mal de fonds avec qui on essaie de coopérer pour se partager des dossiers en tant que co-investisseur. Donc, on a une coopération aujourd'hui très active avec, par exemple, un autre fonds d'investissement qui s'appelle Serena, avec qui on co-gère un fonds. Voilà, c'est aussi un exemple d'acteur avec qui on s'est rapproché. Donc, pour citer un peu les initiatives auxquelles on est partie prenante aujourd'hui, et globalement, on essaye d'être, dans ce monde un peu de l'impact, de s'allier. Alors, c'est pas toujours facile et on n'est pas dans un monde de bisounours, mais on essaye, dans la plupart des situations possibles, de s'allier pour faire les trucs ensemble plutôt que d'être en compétition, quoi. Et si je comprends bien, du coup, si tu fais le lien avec ce que tu me racontais avant sur votre modèle d'organisation, parce que souvent, du coup, forcément, tu parles au nom de Make Sense, donc tu dis « on ». Mais j'imagine qu'à chaque fois, quand il y a une idée de venir se connecter avec un acteur financier, un acteur de l'incubation, ça vient de personnes qui sont différentes. Et donc, du coup, ça passe par tout le process que tu expliquais. Il y a personne qui va proposer cette décision au groupe. Ensuite, il va y avoir ce temps de partage, d'alignement. Et ensuite, si la décision est validée, alors ça déclenche des interactions avec cet acteur, des choses comme ça. Oui, en fait, c'est effectivement, on peut faire un process, ça peut être le cas d'un process de sollicitation d'avis pour rejoindre. Donc, la personne peut dire, tiens, il y a cette opportunité de rejoindre ce collectif, qu'est-ce que vous en pensez? On sollicite des avis. Et dans les rares cas où
on pourrait se dire, attendez, est-ce que associer notre marque à ce groupe pourrait se dire, est-ce que ça peut mettre en danger Make Sense? C'est un exemple pour revenir à ce qu'on disait au début. On pourrait soutenir, c'est ce qu'on appelle notre waterline, qui peut trancher. Mais ça n'arrive jamais quand on fait ça avec des acteurs de notre écosystème, de Lyft, etc. Donc, là où c'est arrivé, c'est quand c'était plutôt des propositions de gens qui sont beaucoup plus éloignés de notre univers. On s'est posé plus de questions. D'accord. Et aussi, une petite question sur parce qu'on parle souvent, moi c'est pareil, hein, j'ai beaucoup bossé avec des grands groupes avant, maintenant je travaille plus à accompagner sur plutôt des PME ou des petites ETI. Des entrepreneurs vraiment early stage, du coup je le fais moins, mais ça je l'ai beaucoup fait avant. Ça paraît assez évident de se dire, voilà, ceux qui vont produire des services ou des produits, de la matière, de l'intelligence, il faut les accompagner pour les aider à se structurer sur des modèles qui sont des modèles à impact. Après on met la définition qu'on veut, mais en tout cas impact régénératif, enfin, voilà, on essaye d'aller sur ces choses-là. Il y a aussi tout un pan qui sont les personnes, comme tu dis, avec lesquelles souvent on coopère. Je pense au cabinet de conseil, tu vois. Par exemple, on n'a pas parlé spécialement des grands groupes. Je ne sais pas si vous bossez avec des grands groupes ou pas, mais souvent, on peut rencontrer aussi des cabinets d'accompagnement qui sont eux-mêmes, en fait, sur des modèles d'organisation qui sont beaucoup portés par des éléments de l'ordre de la hiérarchie, de toutes ces choses-là, des paradigmes, au final, qui ne sont pas les paradigmes qu'on était en train de présenter quand on parle de Make Sense, par exemple. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous essayez d'apporter un petit peu, ou est-ce qu'on vient vous chercher un petit peu pour transformer un peu ce secteur du conseil aussi? Parce que des fois, je me dis, je sais pas comment toi tu penses, mais souvent, je me dis, si on veut réussir à transformer les organisations ou à faire émerger des nouveaux modèles, il faut aussi que ceux qui accompagnent ces gens-là, eux-mêmes se soient déjà transformés. C'est un peu le côté de nettoyer sur son tapis avant d'aller nettoyer sur celui des autres, quoi. Ouais. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, déjà, il y a peut-être... parmi les missions qu'on fait, on en a quelques-unes qui sont plutôt orientées sur des grands groupes. Donc, on a parfois un rôle. Alors, on fait jamais, nous, on fait jamais du conseil pur et dur parce qu'on est plutôt souvent des facilitateurs pour opérer des transformations que du pur conseil. Nous, on intervient en tout cas parfois dans des grands groupes aux côtés de consultants, de très grands cabinets de conseil, etc. Et ça nous arrive aussi de s'associer avec des cabinets de conseil pour répondre à des appels d'offres, des choses comme ça, où ils viennent chercher aussi justement le regard différent du leur sur la façon d'aborder les sujets, les problématiques. Et je pense que je connais pas tous les cabinets de conseil, donc je pourrais pas porter un avis sur tout, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent quand même des questions assez profondes avec des rythmes de changement qui sont très longs, mais en tout cas qui se questionnent et qui regardent de près en fait aussi ce qui se fait dans nos écosystèmes, parce qu'ils savent que c'est là aussi qu'ils peuvent trouver une certaine inspiration. Donc on a des interactions ponctuelles plutôt autour de projets définis avec ces acteurs-là, et avec des approches ou en tout cas on peut être très complémentaires si on s'interface bien dans les façons dont on peut intervenir. Voilà, parce que ça me paraît important en tout cas de considérer ces acteurs-là, parce que c'est des acteurs qui ont beaucoup de connexions avec beaucoup d'entreprises, souvent très historiques, qui ont une influence. On parlait de pouvoir tout à l'heure, qui ont une influence énorme en fait sur la société, sur la France, quoi. Et donc du coup, si ces acteurs-là ne transforment pas leur manière d'accompagner, du coup forcément ça vient mettre pas mal de bâtons dans les roues derrière. Donc voilà, j'ai juste ta perception pour voir comment. Donc tu me dis que tu as le sentiment qu'ils sont quand même dans une démarche aussi un peu comme tout le monde entre guillemets. Je vais lancer aux juniors parce que je pense qu'aujourd'hui il y en a quand même beaucoup qui appliquent encore des modèles qui sont hérités d'une pensée pas du tout régénérative, au contraire, voire très dégénérative. Et qui continuent à venir dans les boîtes et à appliquer ces modèles-là. Donc ça, c'est clairement une grosse partie de ça qui est là, mais je pense que dans ces cabinets, il y a aussi des gens qui se posent des questions et qui sont à la recherche d'aller explorer d'autres choses et venir, que démarre en tout cas, peut-être que c'est encore un peu naissant, mais des questionnements au sein de ces acteurs-là sur aussi venir questionner un peu le modèle qu'ils viennent appliquer. Après, je pense qu'on est encore loin pour les très grands d'avoir mis en place des modèles complètement régénératifs qui viendraient nettoyer les boîtes. Je pense qu'on est très très loin de ça. Et en tout cas, on sent quand même qu'il y en a beaucoup qui viennent regarder ce qui se passe, en tout cas dans l'objectif de s'inspirer.
Tu définirais comment, toi, un modèle d'accompagnement d'entreprise, que ce soit sur ceux qui se lancent euh, ou sur ceux qui doivent se transformer, qui serait plutôt régénératif? Mm. Tu as dit quelques billes qui sont sur sur la posture de facilitation, sur le fait que c'est pas du conseil pur, le fait qu'il y a certainement une logique d'intelligence collective, des choses comme ça. Il y a quoi comme autre ingrédient que tu mettrais dans la bonne recette d'accompagnement? Parce qu'il y a pas mal aussi d'acteurs de l'accompagnement qui se connectent sur ces contenus de podcast. Donc, Ouais. Qu'est-ce que... je pense que dans la façon dont... Enfin, pour moi, il y a le fond et la forme. Peut-être, je pense que la première chose pour les acteurs de l'accompagnement, c'est de essayer de... Nous, ce qu'on a essayé de faire chez Make Sense, c'est de reclarifier, en fait, quand on parlait donc là d'accompagnement d'entrepreneurs à impact, qu'est-ce que ça se fait de s'inspirer du vivant pour eux. Et donc, en fait, dans ce qu'on porte comme accompagnement, quels sont les schémas entrepreneuriaux qu'on promeut derrière. Et du coup, je pense que ce fond, il est déjà... Enfin, se questionner sur le fond et les schémas de ce qu'on porte derrière, c'est important parce qu'en fait, on est quand même... ça change, mais on a des réflexes aussi quand même qui sont acquis de... Enfin, ça demande de déconstruire quand même. C'est un réflexe dans ce qu'on promeut, dans réussir, qu'est-ce que ça signifie, se prendre un petit peu les nouveaux tours, les stations, bateau, on les démarre par un atelier de 2 heures pour que les entrepreneurs viennent s'interroger sur qu'est-ce que c'est pour eux réussir leur boîte. Et venir voir qu'est-ce qui est de leur conviction profonde, qu'est-ce qui est de en fait la société te dit que réussir c'est d'être gros, de faire ci, de faire ça. Donc voilà, de s'interroger là-dessus. Donc je pense que en fait, quand on est un acteur de l'accompagnement du conseil, revenir questionner quel est son schéma et mettre des mots un peu là-dessus, c'est important parce qu'en fait ça impacte beaucoup après ce qu'on va raconter aux entrepreneurs et la façon dont on va essayer de les guider. Après, effectivement, j'essaye de pas me... Enfin, pour synthétiser, effectivement, je pense que la posture de facilitateur est intéressante et elle est complémentaire de la posture de conseil. Je pense qu'en fonction des situations, il y a besoin de l'un ou de l'autre, mais peut-être qu'on mériterait à des endroits où on aurait tendance un peu à vouloir être dans le conseil. En fait, être dans la facilitation, ça peut apporter beaucoup. Je trouve que la question de la posture de coach, mais qui est aussi beaucoup discutée, mais d'être plutôt dans une posture un peu basse pour aider les personnes qu'on accompagne à trouver leurs réponses plutôt que de les fournir, c'est aussi des choses qui sont assez qui peuvent être parfois du coup assez puissantes, je pense, dans l'accompagnement. Et le dernier point en tête, c'est la logique de communauté, c'est en fait le pair à pair. Je pense que c'est aussi un truc qui est hyper important en tant qu'acteur d'accompagnement, de se mettre dans un rôle de construire du pair à pair. Et donc, d'ouvrir des espaces où des personnes qui ont des problématiques similaires se rencontrent et que tout ce qui est... Enfin, nous, on voit l'effet de promo, quand on ouvre une promo d'incubateur, en fait, ce que les entrepreneurs vont ressortir de 9 mois passés chez nous. Il y a aussi une part importante qui vient de la promo qu'on a construite et de l'esprit de cette promo et du soutien et des conseils qu'ils peuvent trouver dans cette promo. Et donc, en fait, toutes ces logiques un peu d'accompagnement collectif, pour moi, elles sont aussi vraiment intéressantes. Merci. Merci pour toutes ces questions concrètes. Pour finir, je voulais te proposer d'ouvrir un peu plus largement et puis ouvrir un peu sur l'avenir aussi, parce que c'est aussi ça qui, surtout là, on est dans une période de rentrée, donc on était en vacances, c'était bien, et puis on se dit, bon, est-ce que ce qu'on fait a toujours autant de sens et est-ce qu'on y croit toujours autant? C'est quoi, toi, ta perspective sur l'avenir un petit peu, et puis ton rôle là-dedans, en tout cas le rôle que tu as envie d'avoir? Waouh, c'est une vaste question, la perspective sur l'avenir dans ce contexte troublé. Moi, je pense que ma perspective, c'est que là, il faut qu'on arrive à changer. On est un peu dans un moment où, dans le monde économique, il faut re-questionner un peu les schémas et les paradigmes. Moi, je pense que les deux, un peu le mot que je trouve intéressant pour structurer la réflexion, c'est réfléchir à l'utilité sociale et environnementale de ce qu'on fait. Et donc, de venir questionner les boîtes que les boîtes se questionnent, nous, pour le d'aller à se questionner, mais que globalement, les acteurs économiques, au-delà de l'accompagnement, se questionnent sur leur utilité. Et après, l'autre question, c'est la robustesse, c'est que comme on va probablement être dans un contexte où les crises vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Comment est-ce qu'on crée
comment est-ce qu'on crée une société plus robuste, à la fois économiquement, mais aussi citoyennement, en renforçant les liens entre les personnes, en créant des conversations entre les gens qui se parlent pas. Et en fait, pour moi, tout ça, ça va nous créer de la robustesse et de la résilience pour passer les crises à venir. Et plus spécifiquement, de ce que toi tu vois. Alors après, comme tu disais, on est forcément dans des bulles un petit peu proches, mais du coup, bien au fait de ce qui est en train de se passer aussi, avec une lecture assez fine de ce qui se passe aussi dans les autres organisations, vu qu'on les accompagne et qu'on est un peu partout. Tu as une vision assez, comment dire, est-ce qu'on va assez vite? Est-ce que ça se passe assez bien? Est-ce que c'est optimiste un petit peu la situation? Et si oui, pourquoi? Et sinon, sur quoi il faudrait qu'on appuie peut-être un petit peu plus fort? Tu as commencé à ouvrir un peu là-dessus. Ouais. Est-ce que ça va assez vite? Non, malheureusement, je pense. Enfin, en tout cas, si ça allait assez vite, on n'aurait pas les alertes qu'on a sur la rapidité du changement climatique, la façon dont on voit le lien social se tendre, etc. Donc, moi, je pense que malheureusement, on ne va pas assez vite. Par contre, ça fait 10 ans qu'on accompagne les entrepreneurs à impact, qu'on questionne ce sujet-là, et les choses elles ont quand même beaucoup changé en 10 ans. Donc peut-être aussi pour apporter un peu une touche optimiste, ça va pas assez vite, mais quand même il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans le bon sens depuis que nous on a commencé à travailler sur ces sujets chez Make Sense il y a une grosse dizaine d'années. Et la place que ces réflexions ont pris, elle est vraiment croissante. Et où est-ce qu'il faut appuyer je trouve que la réflexion qui est enfin, il y a une petite phrase qu'on aime bien citer chez Make Sense de Kate Raworth qui dit comment est-ce qu'on peut penser à comment on peut prospérer sans épuiser et prospérer et régénérer. Et en fait, du coup, de se dire, est-ce que ça peut essayer de guider la réflexion sur nos modèles économiques, nos modèles organisationnels, pour se dire en fait comment on peut réussir à prospérer sans épuiser et prospérer et régénérer. Vrai sujet. Merci pour ce petit mantra à garder en tête, je pense, à garder de côté. Je te donne un exemple aussi de ce que j'ai en tête. Souvent, on se dit, ça va pas assez vite, donc du coup, il faut accélérer. Mais après, si on regarde aussi, comme on dit, on s'inspire du vivant, on regarde comment fonctionne le vivant il a aussi son rythme. Et du coup, on peut pas faire pousser un jardin plus vite que ce qu'il est censé pousser, à moins mettre de l'engrais et tout. Et si jamais on le force, au final, ce qui va sortir de terre sera pas forcément de meilleure qualité sera peut-être même plus dégénératif qu'autre chose. Comment tu vois, toi, ça Est-ce qu'il y a quand même cette volonté chez Make Sense et même chez toi personnellement de se dire, vu qu'il y a des urgences et qu'on n'a quand même pas envie de vivre dans un monde à plus 5 degrés et que ça soit complètement tout dégénéré, il faut forcément accélérer. Et en même temps, on essaie de s'inspirer et comprendre le vivant et on comprend qu'il y a un certain rythme. Ouais. En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on accélère et qu'est-ce qu'on décélère, tu vois. En fait, il y a plein de choses, il ne faudrait pas les accélérer, il faudrait les ralentir. L'extraction des ressources sous la terre, il faudrait ralentir, pas accélérer. Donc, en fait, je pense qu'il y a plein de choses dans la transition qui sont effectivement des choses sur lesquelles il faut ralentir. Même la croissance volumique de certains, de la production de vêtements, de tout ça. Enfin, c'est plein de sujets où, en fait, là, la solution, elle n'est pas dans l'accélération, elle est dans le ralentissement. Et que, après, à quel point est-ce qu'il faut accélérer j'ai pas forcément la réponse pour savoir quel est exactement le bon rythme qu'il faut sur comment est-ce qu'on peut accélérer, en tout cas dans les alternatives. Peut-être qu'en fait, effectivement, là-dessus, c'est pas... Il y a des sujets où clairement il y a une urgence de ralentir et le reste sur lequel quelle est la bonne vitesse pour faire émerger un peu le modèle économique et le modèle sociétal dont on a besoin. Je sais pas. La question c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire parce qu'on a plus énormément de temps malheureusement. Mais effectivement, il y a des choses qu'on pourra pas. Il y a pas qu'on peut. Qui ont besoin de temps aussi et de prise de conscience et avec le temps que ça prend de prendre conscience de tout ça pour pouvoir vraiment émerger ceci. Et vous essayez d'être dans vos accompagnements. Il y a
il y a toujours autant de poids sur la partie plus sensibilisation, prise de conscience, ou la partie vraiment opérationnelle, ou est-ce que vous essayez d'être plus sur la partie opérationnelle? Je te pose ça comme question parce que, en effet, il y a tous ces processus-là, très humains, très personnels, par lesquels il faut passer pour pouvoir entrer dans une vraie transformation et dans une vraie démarche de faire autrement. Il y avait un temps où il fallait sensibiliser tout le monde. Là, comme tu te dis, les choses, elles se sont quand même un peu prises. Ça commence à avancer. Et peut-être qu'on arrive dans une phase où, du coup, maintenant, il y a une nécessité à accompagner la mise en action concrète. Est-ce que toi, tu as un peu le même sentiment? Est-ce que vous essayez d'être plus sur le concret de l'accompagnement ou de rester quand même plus un acteur sur la sensibilisation? Comment? Je pense que ça dépend aussi un peu des interlocuteurs et des interlocutrices. Dans les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne, franchement, la plupart, ils sont déjà hyper sensibilisés et ils ont besoin d'être accompagnés pour passer à l'action. Parfois, en fait, quand on intervient dans des entreprises de plus grande taille, le niveau de sensibilisation il est plus aléatoire. Et donc, du coup, là, on peut avoir un accompagnement qui est plus mixte. Et souvent, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que dans les logiques de communauté, on a souvent un noyau de gens qui sont hyper sensibilisés, hyper motivés, etc., qui ont besoin d'être outillés pour, à leur tour, pouvoir mobiliser autour d'eux, sensibiliser d'autres personnes, etc. Et donc, du coup, dans cet acteur de sensibilisation, c'est intéressant aussi d'avoir des gens qui sont à différents niveaux dans leur parcours de prise de conscience de la situation sociale et environnementale dans laquelle on est, pour pouvoir s'adapter et s'appuyer sur les personnes qui ont une prise de conscience plus avancée et les outiller, parce que souvent c'est quand même ça qui manque. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très conscients mais qui se sentent hyper seuls aussi parfois dans certains environnements, et donc qui ont besoin de se sentir soutenus et outillés pour mobiliser autour d'eux. Et pour finir, après j'arrête toutes mes questions, on sera quasiment à la fin du temps. Si un entrepreneur a envie de se lancer, il est engagé ou quoi que ce soit, c'est assez facile. Il suffit de se connecter avec MadeSense et d'aller voir un petit peu tout ce que vous faites et il pourra trouver quelque chose qui pourra l'aider. Pareil pour une PME, une ETI ou même une plus grosse structure, je pense qu'il y a tout ce qui est en place pour pouvoir facilement se connecter dessus. Rappelle-moi juste, pour une personne qui... parce qu'on en voit de plus en plus, forcément, quand on est dans une phase de transformation personnelle, il y a de plus en plus de gens qui sont en transition de vie personnelle et qui se disent « Ah là, moi, j'ai envie de pouvoir... Je me sens pas être un entrepreneur qui va monter un projet, qui va monter un produit, un service ou quoi que ce soit, mais je me sens d'accompagner les autres. » Donc, cette notion de facilitateur, coaching, consultant, quoi que ce soit, il y en a de plus en plus. Et du coup, comment est-ce que ces gens-là, vous les aidez pour réussir à renforcer un peu cet écosystème d'accompagnement? Peut-être que c'est pas exactement le cœur de votre mission, mais ou si tu connais justement plus un écosystème sur lequel il faut qu'ils se connectent, privilégié pour ça. On n'a pas d'offre particulière à destination de coach, de consultant ou d'accompagnateur d'initiatives sur ces sujets-là. Ce qu'on a, c'est que pour le coup, on a sur la partie plutôt des citoyens qui veulent pas forcément faire leur métier, mais qui veulent aller plus loin. On a des programmes de mobilisation citoyenne sur lesquels les gens peuvent s'engager pour creuser certains sujets. Après, pour des personnes qui veulent, qui sont dans une démarche de transition professionnelle et qui veulent basculer vers des métiers du conseil ou de l'accompagnement, je pense qu'il y a du côté à la fois des fresques, et donc reste du climat, c'est la biodiversité, etc. Et du côté de la CEC, un peu des infrastructures qui permettent aussi du coup d'accueillir des gens, de les faire monter en compétences et de leur donner après des opportunités pour trouver des premières missions, des premiers clients dans cet écosystème-là. C'est ça que je recommanderais à des personnes qui veulent s'engager là-dessus. Yes. Merci. J'essayais de tirer un peu les fils pour tous les profils potentiels qui pourraient suivre les contenus. Parce que comme tu le dis très bien, c'est avec la diversité des acteurs qu'on peut réussir à faire des choses qui soient plus complètes et qui soient régénératives et qu'on peut accélérer les choses qui méritent d'être accélérées. Donc voilà, le jour où tout le monde, tous ces profils-là seront tous interconnectés, ça sera le monde des bisounours. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais envie de partager sur ce podcast? Je sais pas, un truc un peu marquant de Make Sense qui va arriver sur la fin d'année ou quelque chose d'autre que tu veux nous partager, que tu n'aurais pas dit, qui te reste sur le cœur là et qui te ferait sortir? Ce qui va arriver sur la fin de l'année, on a
Bah, non, on a pas mal d'événements à destination du grand public qui vont arriver dans des villes un peu partout en France. Donc, il y a toutes les infos sont disponibles sur notre média Chiche. Donc, voilà, c'est peut-être si on doit partager un peu des événements marquants à venir, je vous recommande de suivre notre média Chiche et de pouvoir participer. Enfin, voilà, si vous avez envie de rencontrer d'autres gens qui ont envie de s'engager vers la transition sociale et écologique dont on a besoin, vous pourrez trouver les rencontrer sur ces événements. Donc, n'hésitez pas. Ok, chiche alors. Ouais. Chiche. Ouais. Merci pour ce temps ensemble. Merci beaucoup, Fabrice. Je ne te vois pas plus. Et ben, écoute, en tout cas, pourvu que Make Sense continue et pourvu que cet organisme vivant continue à suivre les belles lois du vivant pour que ça puisse se répandre chez les autres. Voilà. Merci à toi. Un grand merci à toi. Au revoir.